Welcome everyone to the closing plenary for Pathways. Bienvenue à tout le monde pour cette séance de clôture pour le sommet 2022. Nous allons parler des données pour avoir un impact social et je suis contente d'être ici avec Rhonda Zelensky-Green, qui est directrice de programme pour le réseau d'accélération de capacité chez Data.org. Merci beaucoup, Sarah. C'est un plaisir d'être avec vous. Et qu'est-ce que vous avez pensé du sommet pendant ces 3 derniers jours? Ça a été formidable. Beaucoup de sujets ont été examinés et beaucoup d'intervenants ont parlé des TPE et PME. Et je pense que cela est important parce que ce sont des entreprises qui n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritent ces dernières années. Donc, entendre tout cela a été intéressant et j'ai beaucoup appris. Très bien, je suis contente de savoir que vous avez apprécié le sommet et j'espère que tous les participants qui ont assisté aux séances ces 2 jours soient ici avec nous maintenant. J'aimerais donner un petit résumé des séances pour permettre à ceux qui ont raté certaines séances d'avoir une idée des sujets abordés et je vais partager également des leçons que j'ai tirées des discussions. Alors, pourquoi avoir ce sommet? Pour moi, ce qui m'a frappé en regardant la liste d'intervenants et la liste de participants était tous les différents secteurs et professions qui ont été inclus. Nous avons essayé de vous montrer de différents points de vue de personnes de différents horizons pour essayer de catalyser les collaborations et accélérer des changements de politique et de réglementation. Nous savons que les ODD sont difficiles à atteindre et que la date limite nous approche. Au cours des dernières semaines, nous avons vu des rapports qui indiquent que nous ne sommes pas en bonne voie pour atteindre les ODD, sauf si nous pouvons collaborer et innover. J'espère qu'en réunissant des gens de différents contextes, vous a donné un regain d'intérêt et d'enthousiasme pour votre travail. Thinking of inclusive societies through gender equity, so that was one of our streams. Some of the things that we talked about there were understanding the barriers facing women, evidence-based ways we can reach women through products, service, design, infrastructure, and inclusion in the workplace. Things like recruitment, having more women in leadership roles, for example, or understanding and working with culture and tradition in the workplace. We've started to collect more data and information that informs us of the triggers and tipping points, knowing when we can accelerate equity. One of the things that also came up, and Rhonda, this very much tags to why you are here, why we're talking about data. Sex disaggregated data was a real challenge. It came up in many of our conversations, and I'm excited to explore that a little bit more with you in this session today. We also had a focus on finance and payments. As you said, the MSMEs were one of the focus areas. We also started looking at things like refugees, youth, rural population. Of course, we talked about women already, but often more excluded than others, and it's very important that we... Nous savons que certaines tranches de population sont plus exclues que d'autres et nous devons chercher à inclure ces groupes spécifiques dans le financement et les paiements. L'une des barrières clés concernait les compétences de base numériques. Dans les différentes séances, nous avons beaucoup parlé de cela et c'est une question importante pour l'avenir. Nous avons moins d'informations sur les personnes vulnérables. Par exemple, avec l'utilisation des données financières, si les gens ne sont pas dans le secteur formel, nous ne pouvons pas avoir beaucoup de données à leur égard. Gender disaggregated data, but also when you start to unpick it, we're lacking based on age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location. It's much bigger. Nous avons également besoin d'informations désagrégées par de différentes catégories comme l'âge. And economic growth. Gender disaggregated data. In our also when you start to unpick it, we're lacking based on inclusion, but actually trying to look much more to the equity around much bigger. It's not okay just to be financially included, just to have that lack of distinction data.
abuse and privacy. And that's really and I think that's really important that we change our dialogue slightly, and that's why we started to rec out and talk about digitization, the use of technology platforms, for example, machine learning, AI, open source APIs. Those are all terms I'm sure you all heard of. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler des API à source ouverte au cours des derniers jours. Mais il faut savoir que tous ces différents approches éléments et nos systèmes peuvent inclure ou exclure des groupes. Nous savons également qu'il y a des questions de confidentialité et cela est même plus important lorsque l'on parle de flux de données transfrontaliers. Nous avons également parlé de la difficulté de partage d'informations entre États et entre gouvernements lorsqu'il y a ces questions de confiance et de confidentialité. Et je sais que nous allons en parler davantage, Rhonda. Un autre axe concernait le climat. Je pense que nous avons tous vu, voire même vécu, l'impact des changements climatiques. Nous savons qu'il s'agit d'une question urgente et nous voyons davantage d'emphase sur les trois lettres ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. C'est quelque chose que nous voyons dans nos conversations avec des bailleurs de fonds pour les investissements privés et dans la compréhension de nos efforts. Et il faut bien comprendre ces trois petites lettres qui auront un grand impact à notre avenir. Nous commençons à explorer le besoin de nouvelles initiatives pour le climat. Et il faudra des initiatives à grande échelle pour soutenir le programme pour le climat. Nous avons également parlé des obligations vertes et du carbone net zéro. Et je vous encourage à écouter les conversations si vous ne connaissez pas ces termes-là. Ce seront des mots que nous allons entendre davantage à l'avenir. Ensuite, nous avons des informations concernant les flux d'informations. C'est critique pour nos efforts pour le climat. Il faut agir et maintenant, mais tout ce que nous faisons sera façonné par les données qui existent. Pour moi, la raison pour laquelle nous avons invité Rhonda pour cette séance de clôture est parce que les données ont été évoquées dans toutes les séances. Dans certains cas, il n'y a pas assez de données ou il n'y a pas assez de données sur les populations les plus vulnérables que nous cherchons à cibler pour renforcer leur inclusion et leur résilience. Les données sont importantes et je suis ravie d'avoir avec nous une experte en données pour cette séance de clôture. Rhonda, veuillez nous parler un peu de vous, mais aussi de Data.org et de son objectif. Merci beaucoup. Je travaille sur la formation dans l'industrie Internet et les données depuis maintenant une douzaine d'années. Pendant cette période, l'une des choses que j'ai vu rester constant était le besoin en données. Nous savons que de mauvaises données donnent de mauvais résultats. Et nous savons qu'il y a un manque de données désagrégées par sexe, malgré le fait que nous savons qu'il y a un manque. Il y a également un manque d'informations sur tous les axes d'exclusion. Data.org a été créé en 2020 pour essayer à nous pencher sur cette question. Nous n'allons pas collecter les données nous-mêmes, mais nous allons renforcer le domaine d'impact social en ce qui concerne les données. Si vous pensez maintenant aux différentes professions dans ce secteur, ce sont souvent des gens qui travaillent dans le secteur privé. Ils travaillent à faire augmenter les revenus pour les actionnaires et tout cela pour l'argent. Et on voit moins de professionnels dans le secteur du gouvernement et le secteur tertiaire.
La Fondation Rockefeller et le Centre Mastercard se sont réunis pour financer Data.org, une organisation qui sera à l'avant-garde de l'effort d'avoir des données pour avoir un impact social. Sans une plateforme pour mener les efforts, le secteur est assez fragmenté. Nous savons que ce qu'il faut faire est de travailler avec une coalition de collaborateurs. Nous ne sommes pas les seuls acteurs dans ce domaine, bien sûr, mais nous cherchons à être la plateforme qui réunit tout le monde pour travailler sur les objectifs communs, pour changer la situation et changer la donne, surtout en ce qui concerne les points que vous avez soulevés en résumant les séances. Vous avez parlé des données pour un impact social. C'est une nouvelle phrase pour moi. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, données pour un impact social. On appelle aussi données pour faire du bien, données pour un bien social. On a de différentes formes de cette phrase. Nous n'avons pas créé la phrase. En tout cas, tous ces termes font référence au même secteur. Il s'agit de l'utilisation des données par certaines parties prenantes. Dans notre cas, nous travaillons avec des organisations à impact social. Ça peut être des ONG, des gouvernements, des entreprises B. L'idée, c'est des organisations qui œuvrent pour avancer la société dans n'importe quel secteur. Donc, ces organisations ont besoin de données pour faire leur travail. De plus en plus, dans le développement international, on parle de prise de décision basée sur les preuves. Mais pour ces preuves, il faut avoir des données. Donc, l'idée, c'est que les individus, les organisations sont autonomisés, non seulement pour collecter des données, mais pour s'en servir pour des usages de plus en plus sophistiqués. Il n'est pas seulement de question de regarder en arrière pour voir ce qui s'est passé, mais on pourra prévoir pour l'avenir ce qui va se passer et on peut prendre des décisions sur ces prévisions. D'accord, merci. J'aimerais savoir davantage quel est le potentiel de changement que cela peut débloquer. Est-ce que vous avez des idées, des exemples pour aider les auditeurs à comprendre les situations potentielles? Absolument. Un de mes exemples préférés, c'est qu'un conseiller ou une conseillère pour notre organisation était en charge d'une fondation pour les données aux États-Unis. Et donc, cette fondation a utilisé les données pour identifier des personnes aux États-Unis, typiquement des personnes plus pauvres, qui pouvaient recevoir des aides sociales de l'État, mais qui n'y accédaient pas. Donc, on s'est servi des données pour identifier les personnes, les contacter et puis les aider à recevoir les subventions auxquelles elles avaient droit. Depuis que l'organisation a commencé ce travail, euh, on a débloqué des millions de dollars pour des personnes qui avaient le plus besoin aux États-Unis. Donc, au sein de Data.org, nous travaillons sur le fait de développer, de travailler dans de différents contextes en développement, y compris aux États-Unis, d'où je viens. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, une des personnes qui a reçu une subvention, nous avons fait un concours pour accorder des subventions et un des gagnants, c'était une entreprise mettant en place des systèmes solaires en Afrique. Donc, l'entreprise s'appelle Solar Sister. Et donc, les femmes travaillant dans cette organisation qui vont sur le terrain pour vendre des systèmes solaires, nous avons aidé ces vendeuses à comprendre les besoins de leurs clients. Donc, nous avons aidé des personnes en Afrique subsaharienne à recevoir de l'énergie solaire grâce à une amélioration des opérations de l'entreprise. Un autre exemple, un collègue académique, Andrea Jiménez Cisneros, au Pérou. Là, au Pérou, la municipalité de Lima a dit, eh bien, tout le monde a un accès égal à une eau de qualité. Et donc, on a collecté des données et l'on a découvert que ce n'était pas le cas. Et donc, on s'est servi des données pour identifier les zones en besoin à Lima
pour faire en sorte que le gouvernement intervient. Il est difficile de parler, on peut parler sur un haut niveau des problèmes, mais lorsque l'on a les données concrètes, il est difficile d'ignorer le problème. Donc, on peut se servir des données pour changer les approches vers les modes de vie. Ça, c'est l'objectif de notre travail. Fantastique. Merci pour ces différents exemples, hein. Cela nous donne une très bonne idée du contexte. Parfois, on peut ouvrir des portes vers, par exemple, aux États-Unis. On peut donner accès à des aides sociales. Ou au Pérou, on s'est servi des données dans le contexte de l'État. Donc, les données sont utilisées par de différents partenaires sur des différents continents. Absolument. Notre travail aujourd'hui, je suis la directrice de programme pour le réseau de l'accélérateur des capacités. Donc, mon mandat, ma mission, c'est de travailler sur la mise à échelle et la formation d'1 million de praticiens d'ici 2032. Donc, c'est un objectif ambitieux pour ce genre d'impact. Mais comme j'ai dit au début, nous travaillons avec un groupe de collaborateurs qui vont nous aider à réaliser cet objectif. Voici notre approche. Nous avons un réseau de réseaux dans notre modèle. Donc, nous identifions des pôles partout dans le monde et puis ces pôles vont activer le réseau à eux et puis on va travailler tous ensemble pour générer un impact social. Les 3 premiers pôles que nous avons créés nous avons un pôle dirigé par l'Université de Chicago aux États-Unis. C'est un pôle qui travaille sur l'inclusion financière. L'Université de Chicago travaille avec 7 universités historiquement de population noire, mais aussi d'autres institutions desservant des groupes minoritaires. Et on travaille sur l'inclusion financière aux États-Unis. Par exemple, on a une initiative qui s'appelle Hello Black World. C'est une initiative de l'Université Howard travaillant sur l'amélioration du niveau de vie pour la population noire aux États-Unis. Et puis, on a une initiative pour se servir des données pour examiner le problème des personnes sans domicile fixe et leur rapport avec la police. On a aussi une initiative pour examiner le problème du paiement des cautions dans le système judiciaire aux États-Unis, le système pénal. Ce mois dernier, lors de l'Assemblée générale, nous avons annoncé 2 nouveaux pôles en Afrique subsaharienne et je ne vais pas aller plus spécifiquement sur l'Afrique pour l'instant parce que notre partenaire, ce pôle, est en train de revoir les potentiels partenaires et puis l'on va créer une sélection de 5 partenaires spécifiques. Donc, dans la prochaine année, on va lancer ce pôle avec ces 5 partenaires, mais en fin de compte, on va impacter tout le continent. En Inde, nous avons un partenaire qui gère le pôle et encore une fois, ces 2 pôles vont travailler avec le réseau et vont travailler sur des défis liés au climat et à la santé. Par exemple, et j'ai oublié de mentionner avant, l'Université de Chicago va identifier des sources de données et vont appliquer de différents modèles, de différentes compétences liées aux données sur ces différents problèmes et essayer d'identifier comment on peut réaliser un changement positif. Donc, ces 3 pôles travaillent avec des réseaux de parties prenantes et lorsque les différents réseaux sont liés entre eux, ça c'est l'objectif de Datapreneur, nous allons amplifier notre impact. Ma visée dans mon travail, c'est le développement de ces réseaux. J'essaie de les aider à passer à l'échelle supérieure. Je vais travailler sur la formation sur des plateformes numériques, mais aussi en présentiel. Ce n'est pas seulement le travail de Datapreneur, nous avons aussi un programme qui s'appelle Epiverse et il s'agit des applications
pratiques pour les données, les outils, les compétences dans le domaine de l'intelligence pour la santé publique. Et donc, nous sommes en train de générer des outils utilisant la langue de programmation R avec l'objectif d'identifier la prochaine épidémie. Nous connaissons tous la pandémie de COVID-19, bien sûr, mais ce n'est pas la seule pandémie ou épidémie affectant les différentes parties du monde. Ainsi, Epiverse œuvre pour créer les outils et dans notre accélérateur de capacité, nous allons former les personnes pour se servir des outils d'Epiverse. Ainsi, nous avons cette collaboration entre nos différents pôles. Nous travaillons sur le développement des capacités et cela représente un sujet transverse permettant à nos partenaires de répondre aux besoins dans les différents secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, etc. Alors, ces sujets transverses, cela est lié à notre travail au sein de Pathway 17. Nous avons de différents professionnels collaborants, des personnes avec de différents contextes collaborants. J'ai beaucoup de questions à vous poser, en fait, mais vous avez mentionné le développement de capacités pour 1 million de personnes travaillant avec les données. Alors, est-ce que nous avons une pénurie de personnes travaillant avec les données? En fait, nous avons écrit un rapport, nous avons rédigé un rapport et émis un rapport en 2020. Vous pouvez retrouver ce rapport sur notre site web. Et nous avons identifié un écart entre le besoin pour des personnes dans les professions de données et la demande future pour ces professions. C'était un écart de plus de 3 millions. Donc, avec cet écart, nous savons que ce n'est pas seulement un manque de personnes, mais aussi les catégories de personnes. Certains acteurs ont déjà fait des recherches essentielles, mettant en lumière le fait que certains des produits tels que des algorithmes sont racistes ou misogynes ou ont des déficiences sociales. Alors, nous ne disons pas que seulement que nous devons passer à l'échelle supérieure avec le nombre de personnes. Les personnes doivent être comme moi et vous. Il faut avoir plus de femmes noires, plus de personnes en situation de handicap, plus de personnes venant de différents horizons socio-économiques. Il faut avoir tout le spectre de personnes. Parce que sans cette inclusion, sans cet état d'esprit intersectionnel, pour nos objectifs dans les 10 prochaines années, nous allons avoir les mêmes résultats. Alors, notre intention, c'est de changer les circonstances. Il faut être intentionnel dans nos propres efforts. Nous devons prendre en compte l'intersectionnalité dans notre recrutement. C'est ça qui va changer le monde. Nous ne pouvons pas continuer à parler de l'inclusion, de la diversité, l'accès. Nous devons réaliser ce changement. C'est pour cela que je suis très fier de travailler chez Data.org. C'est la première organisation où j'ai travaillé qui prend au sérieux cet élément de leur travail. Ma deuxième question concernait la diversité et la mixité. Donc, merci d'en avoir déjà parlé. Je pense que c'est très important. Nous devons essayer d'avoir cette diversité sur le lieu de travail. Lorsque l'on parle des économies émergentes, qui est le sujet de Pathways 17, est-ce qu'il y a une plus grande pénurie là-bas? Bien sûr, vous ouvrez des pôles en Inde et ailleurs dans le monde, donc je sais que vous y pensez déjà. Je ne dirais pas que la pénurie est plus importante, mais je pense que dans les économies émergentes, il y a bien sûr moins de personnes formées dans les données. Mais ici, on parle de l'inclusion, diversité, équité et accès. Et là, on voit les mêmes problèmes. Il y a des personnes dans les économies émergentes qui sont formées aux professions de données, que ce soit un
quelqu'un qui collecte des données ou que ce soit un ingénieur ou un scientifique de données. Mais dans les économies émergentes, ce sont surtout des hommes, des personnes sorties des classes supérieures. Et donc, ces axes d'exclusion existent où que l'on soit dans le monde. Je pense que dans les économies émergentes, nous avons un défi même plus important parce que nous savons que certaines des barrières à la participation dans un tel secteur sont même plus importantes. C'est pour cela que nous travaillons avec des partenaires locaux. Nous ne cherchons pas à être une entité venue du Nord pour imposer nos idées. Et en plus, notre personnel ne vient pas euh, du Nord exclusivement. Pour nous, nous savons qu'il faut reconnaître qu'il y a des défis uniques, il y a des défis spécifiques. Et donc, nous devons prendre ces données en compte dans notre analyse pour assurer que nous faisons tout notre possible pour avoir un impact et pour atteindre les objectifs que nous avons fixés. Parce que nous voulons être fiers d'avoir donné la priorité à ces questions-là. Alors, 10 ans se sont déjà écoulés. Vous avez formé un certain personnel. Alors, qu'est-ce que vous espérez voir comme résultat du travail que vous avez déjà fait? Je pense qu'il y aura des changements. L'une des personnes qui m'a beaucoup inspirée est Caroline Criado Pérez. Elle a écrit un livre formidable sur le genre et les données. Elle a montré l'impact d'un manque de données sur les différents axes de diversité et de mixité. Par exemple, en ce qui concerne les dispositifs anthropomorphes d'essai, ils sont souvent conçus d'après les corps des hommes. Et donc, indéniablement, les femmes ont de meilleurs résultats après un accident de voiture. C'est quelque chose qui touche tout le monde, que vous êtes femme ou pas. Et j'espère que d'ici 2032, nous aurons aidé à développer un personnel plus diversifié, avec de différents points de vue, parce que nous voulons avoir une vraie diversité des perspectives. Et nous espérons que le résultat sera des services et des produits plus éclairés et plus aptes à créer un changement au niveau social, au lieu de penser uniquement aux actionnaires et aux revenus. Comment pouvons-nous, par exemple, connecter davantage de personnes aux bénéfices auxquels ils ont droit? Comment pouvons-nous aider les gens et les protéger des impacts des changements climatiques et les protéger des sécheresses et des inondations? D'ici 2032, j'aimerais voir davantage de personnes autonomisées en ce qui concerne les données, et non seulement des individus, mais aussi des organisations. Parce que maintenant, si vous avez un ingénieur ou un scientifique de données, c'est normalement quelqu'un qui travaille seul. Mais tout le personnel dans une organisation à impact social a une responsabilité en ce qui concerne les données. Il faut donc changer euh, les mentalités, changer l'état d'esprit pour nous assurer que tout le monde est sensibilisé sur les données et leur impact. J'aimerais aussi vous poser une question concernant la confidentialité. Il y a des tranches de population qui sont plus vulnérables, qui ne souhaitent pas avoir leurs données collectées pour de différentes raisons. Comment est-ce que vous et Data naviguez cette question de protection de la confidentialité tout en préservant un impact social? Ces questions de confidentialité ne sont pas le sujet
le thème principal pour nous. Mais avec nos partenaires, ce que nous faisons, c'est que lors de la conception d'une intervention, nous travaillons avec les parties prenantes, les bénéficiaires ou ce que vous voulez de cette intervention sont impliqués dès le début. Ce n'est pas un cas où nous allons présenter une idée et c'est tout. Il y a une intersectionnalité et une collaboration dès le début, dès la conception. Pour vous donner l'exemple, mes collègues à Epiverse travaillent avec deux universités en Amérique du Sud. Ces universités mènent les travaux d'Epiverse parce que, bien sûr, ce sont ces gens aux universités qui ont les connaissances sur le contexte local. Alors, lorsqu'il y a des questions de confidentialité, nous allons apprendre et prendre connaissance de ces questions dès le début et nous pouvons inclure cela dans la conception. Et c'est important de ne pas nuire aux personnes qui ont déjà subi tant de problèmes dans la société. C'est très intéressant et c'est une manière intéressante d'aborder cette question de confidentialité. Ça semble être une manière plus juste à l'utilisation des données. Ah oui, tout à fait. Ma dernière question pour vous est la suivante. D'abord, j'espère que les participants ont déjà beaucoup appris grâce à notre conversation et qu'ils souhaitent peut-être se lancer dans ce domaine pour peut-être être l'un des millions de personnes que vous souhaitez former. Mais comment est-ce que quelqu'un peut rejoindre ce groupe et comment se lancer dans une carrière d'utilisation des données pour avoir un impact social? C'est une très bonne question, Sarah. Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a notre site web data.org. C'est une plateforme pour les partenariats et pour la sensibilisation sur les données pour avoir un impact social. Mais nous avons une bibliothèque de ressources là-bas qui fait exactement ce que vous demandez. Cela explique où aller et quoi faire. Il y a plusieurs ressources pour aider ceux qui souhaitaient se lancer sur ce parcours. Nous avons imaginé plusieurs catégories, des nouveaux talents, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de compétences en données et qui ne travaillent pas dans le secteur d'impact social. Ensuite, il y a les talents existants. Ce sont des personnes dans le secteur à impact social, mais sans des compétences en données. Ensuite, il y a ceux qui connaissent les données, mais ne travaillent pas dans le secteur. Et ensuite, les leaders. Et donc, ce sont les quatre catégories. Et les leaders sont bien sûr importants parce que si vous êtes à la tête d'une organisation à impact social, il faut avoir une stratégie sur les données. Et c'est le leader qui est responsable pour son élaboration. Notre site web divise les choses ainsi. Et nous avons des ressources non seulement pour les individus, mais aussi des organisations. Nous avons donc une évaluation de la maturité numérique que nous avons créée. Plus de 1000 organisations ont déjà pris cette évaluation. Lorsqu'une organisation prend l'évaluation, normalement, cela démontre le niveau de maturité en ce qui concerne les données. Et donc, après avoir pris l'évaluation, nous pouvons suggérer des ressources dans notre bibliothèque de ressources pour aider avec les prochaines étapes dans le parcours. Donc, encore une fois, notre site web a beaucoup de ressources pour vous aider à entamer ce parcours. Et à part cela, je suis toujours prête et ouverte à de nouvelles opportunités. En fait, l'un de mes rôles au sein du réseau d'accélération des capacités est d'identifier de nouvelles possibilités avec des possibilités de financement, par exemple, avec d'autres parties prenantes. Nous créons tout un réseau. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous voulez travailler dans ce domaine. Sur le continent, nous avons des personnes à Blossom Academy et ensuite en Inde.
nous avons des personnes qui font déjà partie de notre réseau pour soutenir nos efforts chez Data.org. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un mail à ronda@data.org. Notre site web a encore une fois beaucoup de détails et j'espère vous voir en présentiel et à d'autres conférences. Merci beaucoup, Randa. Je pense que je vais tout de suite me rendre sur le site web parce que ça me semble très intéressant. Nous essayons tous de travailler vers un objectif commun pour avoir un impact social. Achieving the SDGs. Ici, à Pathway, nous cherchons à obtenir ou à réaliser les ODD. Et je pense que les ressources de Data.org pourraient nous aider à comprendre quoi faire et comprendre nos données pour vraiment les utiliser dans la réalisation de nos objectifs. J'ai adoré parler avec vous et j'aimerais bien parler davantage, mais malheureusement, le temps nous est compté, donc nous allons devoir partir. Mais encore une fois, merci de nous avoir rejoints pour cette séance de clôture. C'était un plaisir pour moi et je suis très contente d'être parmi tant d'experts qui étaient les intervenants. Merci d'avoir organisé cette conférence. Merci à vous, Randa, et merci aux panélistes, aux intervenants, à l'équipe de modération, à l'équipe technique et l'équipe d'organisation. Merci encore une fois à nos sponsors qui nous ont aidés à financer cette conférence et qui nous ont offert un soutien important. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette conférence. J'espère que nous avons offert de nouvelles idées et des opportunités de réseautage aussi. J'espère vous voir dans d'autres conférences, y compris le sommet de l'année prochaine. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir.